La plupart des jardiniers se battent pour un ensoleillement qu'ils n'auront jamais, plantant au mauvais endroit, regardant leurs graines échouer saison après saison. Mais voici ce que personne ne vous dit. Certains légumes prospèrent sans une seule heure de soleil direct. Dans cette vidéo, vous découvrirez 20 cultures testées qui préfèrent en réalité l'ombre, y compris une qui a surpassé mes plates-banques ensoleillées 3 saisons d'affilée. Celle au numéro 7, même moi je ne m'y attendais pas. Pendant des siècles, les agriculteurs autochtones et les jardiniers de monastères cultivaient de la nourriture dans les forêts, contre des murs de pierre, sous des arbres imposants, et ils mangeaient bien. Ils comprenaient quelque chose que le jardinage moderne a oublié. L'ombre n'est pas l'ennemi de la croissance. C'est simplement une condition différente, une condition pour laquelle certaines plantes sont faites. Aujourd'hui, la plupart des conseils de jardinage sont écrits pour des conditions idéales, plein soleil, sol parfait, champs ouverts. Mais votre jardin ne ressemble pas à cela, et honnêtement, il n'a pas besoin d'y ressembler. Ce que vous êtes sur le point de découvrir change tout. Avant d'entrer dans la liste complète, je veux vous préparer à quelque chose auquel vous ne vous attendez probablement pas. L'un de ces légumes est cultivé dans des grottes souterraines depuis plus de 400 ans, et il se trouve probablement déjà dans votre réfrigérateur en ce moment. Un autre produit en réalité davantage quand vous arrêtez de l'arroser, autant dans des conditions de faible luminosité. Et celui que nous gardons pour la fin, il a stupéfié les chercheurs lorsqu'il a été testé face à des variétés de plein soleil dans des essais contrôlés. Restez avec moi. Cette liste n'est pas ce que vous croyez. Numéro 20, les épinards. La plupart des gens supposent que les épinards ont besoin de soleil pour pousser vigoureusement. Ce n'est pas le cas. Les épinards sont cultivés en Perse depuis au moins 600 après Jésus-Christ, dans des cours fraîches et ombragées où la chaleur du désert aurait détruit des cultures plus délicates. Ils ont voyagé sur la route de la soie, non pas parce qu'ils étaient faciles à cultiver au soleil, mais parce qu'ils survivaient là où d'autres plantes ne le pouvaient pas. Voici ce qui rend les épinards remarquables à l'ombre. Lorsqu'ils sont exposés au soleil direct de l'après-midi, les épinards montent en graines. Ils se précipitent vers la floraison, deviennent amers et deviennent immangeables presque du jour au lendemain. L'ombre ralentit ce processus. Elle garde les feuilles tendres, douces et prêtes à être récoltées bien plus longtemps que ne le permettrait n'importe quelle plate-bande ensoleillée. Scientifiquement, les épinards sont une culture de saison fraîche qui photosynthétise efficacement dans des conditions de faible luminosité. Leurs feuilles larges et plates sont conçues pour capter la lumière diffuse, celle qui filtre à travers la canopée des arbres ou rebondit sur les murs. Concrètement, cela signifie que vous pouvez installer des épinards le long de votre clôture, sous des plantes plus hautes, ou contre le mur orienté au nord de votre maison, et récolter quand même des feuilles riches, foncées et denses en nutriments chaque semaine. Et il y a quelque chose de discrètement puissant là-dedans. Une plante qui prospère, non pas en cherchant la lumière la plus vive, mais en tirant le meilleur parti de ce qu'elle a. Si les épinards vous ont surpris, la laitue va le confirmer. La laitue est l'un des plus anciens légumes cultivés sur Terre. Des peintures de tombes égyptiennes datant de plus de 4000 ans représentent de la laitue poussant dans des plates-bandes soigneusement entretenues, dont la plupart étaient protégées du soleil intense de midi par les structures environnantes et les arbres d'ombrage. Ils savaient ce que les jardiniers modernes ne cessent de réapprendre. La laitue déteste la chaleur, et la chaleur accompagne presque toujours la lumière directe du soleil. À l'ombre, la laitue fait quelque chose d'extraordinaire. Elle étend ses feuilles plus largement, poussant plus lentement, mais de manière bien plus régulière. La saveur reste douce, la texture reste croquante, et la fenêtre de récolte s'étend de plusieurs semaines, parfois d'un mois entier, par rapport aux variétés cultivées au soleil. La science est simple. La laitue contient une forte teneur en eau dans ses cellules. Le soleil direct provoque une transpiration rapide. Essentiellement, la plante transpire jusqu'au stress. L'ombre maintient l'humidité enfermée, réduisant ce stress presque entièrement. Plantez de la laitue dans votre coin le plus ombragé, arrosez-la doucement, puis éloignez-vous et laissez-la faire ce pourquoi elle a été conçue. Parce que parfois la meilleure chose que vous puissiez faire pour quelque chose qui lutte est simplement de retirer la pression. La roquette. La roquette a la réputation d'être audacieuse, et elle la mérite. Ce ver poivré est prisé depuis l'époque romaine, mentionné dans des textes remontant au 1er siècle après Jésus-Christ, à la fois comme culture alimentaire et comme herbe médicinale. Les soldats romains en mangeaient régulièrement, dit-on, pour l'endurance. Elle poussait le long des bordures ombragées des jardins méditerranéens,
dans les ombres fraîches des murs de pierre et des oliviers. En plein soleil, la roquette monte en graines rapidement, parfois en quelques jours pendant les chaleurs estivales. Les feuilles deviennent âpres et presque désagréablement amères. Mais à l'ombre, elle tient. Elle reste assez douce pour les salades, assez complexe pour la cuisine et assez productive pour être récoltée à plusieurs reprises tout au long d'une saison entière. Scientifiquement, la roquette appartient à la famille des Brassicacées, un groupe de plantes qui a évolué dans des environnements boisés frais et partiellement ombragés. Sa chimie cellulaire réagit à une luminosité plus faible en produisant davantage de glucosinolates qui lui confèrent cette profondeur poivrée caractéristique. Une poignée de graines de roquette dans une plate-bande ombragée vous récompensera par des récoltes continues pendant des mois. Et peut-être y a-t-il une leçon là-dedans. Les choses les plus vives et les plus intéressantes dans la vie se développent souvent le mieux loin des projecteurs éblouissants. Numéro 17. Les petits pois. Voici un légume que presque tout le monde plante en plein soleil, et avec lequel presque tout le monde a des difficultés en plein été. Les petits pois ont une histoire longue et fascinante. Ils figuraient parmi les premières cultures jamais cultivées par la civilisation humaine, trouvées dans des sites archéologiques à travers le Moyen-Orient, remontant à plus de 10 000 ans. Les agriculteurs anciens les cultivaient dans les vallées plus fraîches et partiellement ombragées entre les collines et les lignes de crête, pas dans des champs ouverts et exposés. La raison ? Les petits pois sont une culture de saison fraîche. Leurs fleurs sont extraordinairement sensibles à la chaleur. Quand les températures grimpent et que le soleil direct s'abat sur eux, les plants de petits pois perdent leurs fleurs, et pas de fleurs signifie pas de gousse. Pas de gousse signifie pas de récolte. L'ombre résout ce problème. Un treillis positionné contre une clôture orientée au nord, ou des petits pois cultivés sous la canopée de plantes plus hautes, peut prolonger la saison productive de 4 à 6 semaines. Les plants restent plus frais, les fleurs tiennent, et les gousses se remplissent complètement. La conclusion pratique est simple. Si vos récoltes de petits pois vous ont toujours déçu, ce n'est ni votre sol ni vos graines, c'est le soleil. Déplacez-les à l'ombre. Observez ce qui se passe. Parfois, le problème n'a jamais été la plante, ce sont les conditions dans lesquelles nous l'avons forcé. Numéro 16, le chou frisé. Le chou frisé est devenu l'un des légumes les plus célébrés de l'ère moderne. Mais bien avant qu'il n'apparaisse sur les étagères des supermarchés et dans les recettes de smoothies, c'était une culture de survie. Tout au long de l'Europe médiévale, le chou frisé était cultivé dans les jardins de cottage, le long des côtés nord ombragés des maisons, des endroits où d'autres cultures refusaient de produire. Il a nourri des familles pendant les hivers rigoureux, non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il était résilient. À l'ombre, le chou frisé fait quelque chose qui surprend la plupart des jardiniers. Il pousse plus lentement, mais les feuilles qui se développent sont plus épaisses, plus foncées et plus denses en nutriments que le chou frisé cultivé au soleil. La lumière réduite pousse la plante à concentrer ses ressources plutôt qu'à les disperser. Scientifiquement, le chou frisé est riche en cellules productrices de chlorophylle qui fonctionnent efficacement dans des conditions de faible luminosité. Il tolère l'ombre partielle mieux que presque tout autre brassicacée, maintenant une croissance vigoureuse avec aussi peu que 3 heures de lumière indirecte par jour. Plantez-le dans votre plate-bande la plus ombragée, récoltez régulièrement les feuilles extérieures. Il continuera à produire, tranquillement, régulièrement, sans se plaindre, jusqu'en automne, et parfois au-delà. Le chou frisé n'a pas besoin de conditions idéales pour vous nourrir, il a juste besoin d'une chance. Numéro 15, la bêta-carde. La bêta-carde est l'un des légumes les plus visuellement frappants que vous puissiez cultiver et l'un des plus tolérants à l'ombre. Ses origines remontent à la côte méditerranéenne, où elle poussait à l'état sauvage le long de falaises rocheuses et partiellement ombragées avant d'être cultivée. Les Grecs et les Romains de l'Antiquité la valorisaient à la fois comme aliment et comme médicament, consignant ses usages dans des textes encore étudiés aujourd'hui. Ce qui rend la bêta-carde particulièrement intéressante à l'ombre, c'est sa couleur. Les rouges, jaunes et oranges éclatants de ses tiges s'intensifient en réalité dans des conditions de faible luminosité. La plante produit davantage de pigments, des anthocyanes et des caroténoïdes, en réponse au stress causé par un ensoleillement réduit. Le résultat est un légume à la fois plus beau et plus dense nutritionnellement lorsqu'il est cultivé à l'ombre. Concrètement, la bêta-carde tolère exceptionnellement bien l'ombre partielle, ne nécessitant que 2 à 4 heures de lumière indirecte par jour. Elle supporte aussi mieux la chaleur que la plupart des légumes-feuilles, ce qui en fait une productrice fiable sur plusieurs saisons.
Cultivez-la là où la lumière est douce, récoltez les feuilles extérieures et laissez le centre continuer à pousser. Elle récompensera généreusement votre patience. Il y a quelque chose de discrètement beau dans une plante qui répond à moins de lumière en devenant plus vibrante. Numéro 14. L'ail. Celui-ci surprend presque tout le monde. L'ail est l'un des plus anciens aliments cultivés par l'humanité, avec des traces de son utilisation remontant à plus de 5000 ans à travers l'Égypte, la Chine, l'Inde et le monde méditerranéen antique. Il a été trouvé dans la tombe de Toutankhamon. Il a été prescrit comme médicament par Hippocrate. Il a nourri et soigné des civilisations pendant des millénaires. Et tout au long de cette histoire, il a été cultivé dans les bordures tachetées de lumière et partiellement ombragées des parcelles de jardins et des clairières forestières. À l'ombre, l'ail pousse plus lentement, mais les bulbes qui se développent sont souvent plus gros et plus complexes en saveur que ceux poussés à la hâte par un soleil intense. La chaleur réduite maintient le sol plus frais et plus humide, ce que les racines de l'ail préfèrent profondément. Scientifiquement, l'ail est une culture à bulbes. Il stocke l'énergie sous terre plutôt que de l'exprimer par la croissance foliaire. Cela signifie qu'il est bien moins dépendant de la photosynthèse que les plantes à fruits. Il a besoin de suffisamment de lumière pour maintenir la fonction foliaire de base, mais bien moins que ce que les jardiniers supposent généralement. Plantez l'ail en automne dans votre plate-bande la plus ombragée. Oubliez-le pendant l'hiver, récoltez-le en été. Peu de choses en jardinage demandent moins d'attention et offrent plus de récompenses. Numéro 13. Les carottes. Oui, les carottes. La plupart des guides de jardinage classent les carottes comme une culture de plein soleil. Et bien qu'elles préfèrent le soleil, elles se comportent remarquablement bien à l'ombre partielle, particulièrement dans les climats chauds où la chaleur estivale ferait autrement craquer et fendre les racines. Les carottes ont été cultivées pour la première fois dans la région de l'Afghanistan actuel il y a plus de 1000 ans, dans des vallées montagneuses où la lumière était filtrée, les températures étaient fraîches et le sol restait constamment humide. La carotte orange foncée que nous connaissons aujourd'hui est en réalité un développement relativement récent. Les carottes anciennes étaient violettes, jaunes et blanches, et elles poussaient toutes dans ces conditions de haute altitude fraîches et partiellement ombragées. À l'ombre, les racines de carottes poussent plus lentement, mais plus uniformément. Elles développent moins de fissures, restent sucrées plus longtemps et pénètrent plus profondément dans un sol frais. Les fanes peuvent être plus petites que celles des plantes cultivées au soleil, mais les racines elles-mêmes sont souvent supérieures en texture et en saveur. La clé pratique avec les carottes cultivées à l'ombre est la profondeur du sol et une humidité constante. Un sol meuble et profond, dans une plate-bande ombragée, produit d'excellents résultats avec très peu d'intervention. La carotte n'a pas besoin des projecteurs pour développer quelque chose d'extraordinaire sous la surface. La plupart des choses qui valent la peine d'être cultivées non plus. Numéro 12. La menthe. Si vous avez un coin ombragé où rien ne semble vouloir pousser, plantez de la menthe. Puis préparez-vous à ne plus jamais penser à ce coin. La menthe est sans doute l'herbe aromatique la plus tolérante à l'ombre de toute cette liste. Elle est originaire des berges fraîches, humides et partiellement ombragées des rivières et des lisières boisées de la Méditerranée et du Moyen-Orient. Des environnements avec une lumière filtrée, une humidité constante et un sol riche. Elle est utilisée depuis plus de 2000 ans comme aliment, médicament et herbe spirituelle. Les Grecs anciens la plaçaient sur les autels. Les Romains l'utilisaient pour aromatiser le vin et parfumer leurs bains. Les monastères médiévaux la cultivaient comme pierre angulaire de leur jardin d'herbes médicinales, presque toujours dans des plates-bandes abritées et partiellement ombragées. À l'ombre, la menthe se propage plus délibérément qu'au soleil, ce qui est en réalité un avantage. La menthe en plein soleil peut devenir envahissante presque du jour au lendemain. La menthe cultivée à l'ombre remplit l'espace utilement sans submerger votre jardin. Plantez-la dans un contenant si vous préférez. Placez ce contenant dans votre coin le plus sombre, arrosez occasionnellement, récoltez librement. La menthe ne demande pas grand-chose et elle donne généreusement en retour. Numéro 11. La coriandre. Voici une herbe aromatique que la plupart des jardiniers ont abandonnée, généralement parce qu'ils l'ont plantée au mauvais endroit. La coriandre monte en graines sous la chaleur et le soleil direct, plus vite que presque toute autre herbe. Une semaine, elle est luxuriante et productive. La semaine suivante, elle lance des tiges florales et les feuilles ont disparu.
La plupart des jardiniers se blâment eux-mêmes. Le vrai coupable est la lumière du soleil. Les origines de la coriandre se trouvent dans les régions plus fraîches et partiellement ombragées du sud de l'Europe et de l'Asie occidentale. Elle est cultivée depuis plus de 3000 ans, mentionnée dans d'anciens textes sanscrits et trouvée parmi les vestiges d'établissement de l'âge du bronze. À l'ombre, le cycle de montée en graines de la coriandre ralentit considérablement. Les feuilles restent larges, plates et récoltables pendant des semaines de plus que les plantes cultivées au soleil. La saveur reste vive et complexe, plutôt que de se transformer en cette amertume savonneuse que développe la coriandre trop mature. Plantez de la coriandre dans votre plate-bande la plus ombragée en succession, un nouveau rang toutes les 2 à 3 semaines. Vous aurez une récolte continue pendant toute la saison de croissance. L'herbe que tout le monde croit difficile avait simplement besoin d'être retirée des projecteurs. Numéro 10. Le pak choi. Nous entrons maintenant dans la seconde moitié de cette liste, et les légumes à partir d'ici deviennent de plus en plus surprenants. Le pak choi est un incontournable de la cuisine asiatique, dont les racines remontent à plus de 1500 ans en Chine. Il était cultivé dans les vallées ombragées et fraîches du sud de la Chine, bien avant de se répandre à travers le monde, poussant sous la canopée de cultures plus hautes dans des systèmes de polyculture traditionnels qui utilisaient l'ombre délibérément comme outil de culture. En plein soleil, le pak choi monte rapidement en graines et les tiges deviennent dures et fibreuses. À l'ombre, les tiges restent croquantes, les feuilles restent tendres et la plante produit en continu plutôt que de se précipiter vers la floraison. Scientifiquement, le pak choi est une brassicacée de saison fraîche qui atteint sa qualité optimale à des températures entre 13 et 21 degrés Celsius. L'ombre maintient les températures du sol dans cette plage même à mesure que l'été avance, prolongeant effectivement la saison de plusieurs semaines. Plantez à l'ombre partielle, maintenez le sol constamment humide et récoltez quand les têtes ont la taille d'une paume. Il produira plus que vous ne l'attendez. Certaines des choses les plus nourrissantes dans la vie poussent le mieux dans les espaces calmes, frais et négligés. Numéro 9. Le cresson de fontaine. Celui-ci a une histoire que la plupart des gens n'apprennent jamais, et une tolérance à l'ombre qui étonne véritablement les jardiniers qui le découvrent. Le cresson de fontaine est consommé par les humains depuis plus de 2000 ans. C'était un aliment de base des soldats romains qui le cueillaient sur les berges ombragées des ruisseaux pendant les campagnes militaires à travers l'Europe. Francis Bacon a écrit sur ses propriétés médicinales au XVIIe siècle. Il a nourri les communautés ouvrières en Angleterre tout au long de l'ère industrielle, récolté dans les cours d'eau ombragés et frais qui traversaient la campagne. Il pousse naturellement dans l'eau courante, sous la canopée des arbres, des environnements avec pratiquement aucune lumière directe du soleil. Dans un jardin domestique, le cresson de fontaine peut être cultivé dans des contenants maintenus constamment humides ou dans des plateaux peu profonds d'eau placés dans une ombre profonde. Il ne nécessite presque aucun entretien et produit en continu. Sur le plan nutritionnel, le cresson de fontaine est l'un des légumes-feuilles les plus denses sur Terre, riche en vitamines K, C et A, ainsi qu'en puissants antioxydants que la recherche continue d'étudier. Il a poussé dans l'ombre pendant des milliers d'années, nourrissant des gens qui avaient très peu. Cette abondance discrète mérite qu'on y prête attention. Numéro 8. Les champignons. Techniquement un champignon plutôt qu'un légume, mais cultivé dans les jardins domestiques du monde entier comme culture alimentaire, et inclus ici parce qu'aucune liste de comestibles poussant à l'ombre ne serait complète sans eux. Les champignons sont cultivés par les humains depuis au moins 2000 ans. Des documents chinois datant d'environ 600 après Jésus-Christ décrivent la culture délibérée de champignons shiitake sur des bûches inoculées et ombragées, une méthode encore utilisée aujourd'hui avec un succès remarquable. Les champignons ne photosynthétisent pas, ils ne nécessitent absolument aucune lumière pour pousser. En fait, la lumière directe du soleil les endommage, desséchant le mycélium et arrêtant la croissance presque immédiatement. Un coin ombragé de votre jardin, sous une terrasse, contre un mur nord, sous la canopée d'un arbre, est un habitat idéal pour les champignons. Les pleurotes, les shiitake et les strophères à anneaux rugueux produisent tous abondamment dans ces conditions avec une intervention minimale. L'installation pratique est simple. Des bûches inoculées, des lits de paille ou des kits prêts à fructifier
positionnée dans l'espace le plus sombre et le plus constamment humide de votre jardin. Les champignons nous rappellent quelque chose d'important. Tout ce qui nous nourrit n'a pas besoin du soleil pour le faire. Numéro 7. La mâche ou salade de blé. C'est celle que j'ai mentionnée au début de cette vidéo et elle me surprend encore chaque saison. La mâche, également connue sous le nom de doucette ou salade de blé, est l'une des cultures d'ombre les moins connues et les plus productives qui existent. Elle est consommée à travers l'Europe depuis des siècles, poussant à l'état sauvage dans les bordures ombragées des champs de céréales et récoltée à la main pendant les mois d'hiver, quand presque rien d'autre n'était disponible. Au XVIIe siècle, elle était cultivée dans les jardins potagers des monastères français comme aliment de base hivernal, appréciée précisément parce qu'elle poussait dans des conditions qui mettaient en échec toutes les autres cultures. Dans mes propres plates-bandes testées, la mâche a surpassé tous les autres légumes-feuilles en pleine ombre, offrant des récoltes régulières de la fin de l'automne jusqu'au début de l'hiver sans lumière supplémentaire, sans protection et presque sans arrosage. Scientifiquement, la mâche est extraordinairement résistante au froid et adaptée à l'ombre. Sa forme de croissance en rosette la maintient près du sol, où les températures sont plus stables et où la lumière, bien que limitée, est disponible de la manière la plus constante. La saveur est douce, noisettée et véritablement délicieuse, complètement différente de tout ce que la plupart des jardiniers ont goûté, fraîchement cueilli de leur propre jardin. Plantez-la dans votre ombre la plus profonde, puis préparez-vous à être discrètement émerveillé. Numéro 6. Les légumes-feuilles asiatiques Mizuna et Tatsoi. Ces deux légumes méritent d'être dans chaque jardin d'ombre sur Terre, et la plupart des jardiniers occidentaux n'ont jamais cultivé ni l'un ni l'autre. Le Mizuna et le Tatsoi sont tous deux originaires du Japon et de Chine, où ils sont cultivés depuis des siècles dans les conditions fraîches et partiellement ombragées des jardins potagers traditionnels. Ce sont des incontournables de la cuisine japonaise, doux, polyvalents et extraordinairement productifs. À l'ombre, les deux cultures se comportent mieux qu'au soleil. Les feuilles délicates et plumeuses du Mizuna restent tendres et douces. Le Tatsoi forme des rosettes denses, vert foncé, presque architecturales dans leur beauté, et entièrement comestibles à chaque stade de croissance. Les deux cultures sont tolérantes au froid, résistantes à la montée en graines à l'ombre, et prêtes à être récoltées dans les 3 à 4 semaines suivant la plantation. Elles repoussent aussi de manière fiable après la coupe, ce qui signifie qu'une seule plantation peut offrir de multiples récoltes sur une saison entière. Si vous n'avez jamais cultivé de légumes-feuilles asiatiques dans votre jardin d'ombre, c'est votre saison pour commencer. Les jardins potagers les plus productifs du monde connaissent ces cultures depuis des siècles. Il est temps que le reste d'entre nous rattrape son retard. Numéro 5. L'oseille. Nous sommes dans les 5 derniers maintenant, et à partir d'ici, la liste devient véritablement remarquable. L'oseille est l'une des plus anciennes herbes cultivées de l'histoire humaine, consommée à travers l'Europe et l'Asie depuis plus de 4000 ans. Elle apparaît dans les textes grecs et romains antiques, dans les herbiers médiévaux européens et dans les traditions alimentaires populaires de cultures allant de la France à la Russie, en passant par l'Afrique de l'Ouest. Elle pousse naturellement dans les lisières partiellement ombragées des bois et les bordures de prairies, des environnements qui reçoivent une lumière tachetée et indirecte plutôt qu'un soleil direct. À l'ombre, l'oseille est essentiellement indestructible. C'est une plante vivace, ce qui signifie qu'une fois établie, elle revient chaque année sans replantation. Elle tolère l'ombre profonde, les sols pauvres et un arrosage irrégulier, avec presque aucun stress visible. La saveur est vive, citronnée et complexe, différente de tout ce qu'on trouve dans le jardin. Elle peut être mangée crue en salade, cuisinée en soupe et en sauce, ou utilisée comme herbe aromatique de la même manière que le jus de citron pourrait être utilisé, et elle poussera dans le coin le plus sombre de votre jardin, année après année, en ne vous demandant presque rien. Il y a une résilience ancienne dans l'oseille, le genre qui survit tranquillement à tout ce qui l'entoure. Numéro 4. Endive et chicorée. Ce que les chercheurs ont découvert sur cette prochaine culture a choqué même les cultivateurs expérimentés lors d'essais contrôlés. L'endive et la chicorée, deux plantes étroitement apparentées avec une histoire remontant à l'Égypte antique, ont été délibérément blanchies par leurs cultivateurs pendant des siècles. Le blanchiment signifie priver la plante de lumière entièrement, la forçant à pousser dans l'obscurité complète pendant ces dernières semaines avant la récolte. Le résultat, des feuilles plus sucrées,
tendre et plus complexe en saveur que toute version cultivée au soleil ne pourrait produire. Cette pratique a été perfectionnée dans les caves belges au cours du XIXe siècle, où les racines de chicorée étaient entassées dans des pièces souterraines, sombres et fraîches, et forcées à produire des chicons pâles et tendres, le légume désormais connu sous le nom d'endive belge, dans une absence totale de lumière. C'est devenu l'un des exports culinaires les plus célèbres de la Belgique, cultivé entièrement dans l'obscurité, apprécié précisément pour cette raison. Dans un jardin domestique, l'endive et la chicorée prospèrent à l'ombre partielle ou totale, produisant des feuilles amères et complexes qui sont extraordinairement nutritives et profondément savoureuses. Parfois, ce que nous supposons être une limitation est en réalité la condition précise qui produit quelque chose d'extraordinaire. Numéro 3. Périlla, shiso. La plupart des jardiniers occidentaux n'ont jamais cultivé cette plante. Cela est sur le point de changer. La périlla, connue au Japon sous le nom de shiso, est une herbe à feuilles qui est au cœur de la cuisine et de la médecine est-asiatique depuis plus de 2000 ans. Elle apparaît dans les textes médicaux chinois de la dynastie Han. Elle est utilisée dans la cuisine japonaise comme enveloppe pour les sushis, comme garniture pour les sashimi et comme herbe de saumure pour les prunes umeboshi. Elle pousse naturellement dans le sous-bois partiellement ombragé des forêts d'Asie de l'Est, sous la canopée des arbres plus grands, dans la lumière tamisée des lisières boisées. À l'ombre profonde, la périlla produit d'énormes feuilles aux couleurs vibrantes, soit vert foncé, soit d'un rouge-violet saisissant, selon la variété, avec une saveur complexe qui combine la menthe, le basilic, l'anis et quelque chose qui lui est entièrement propre. Elle est aussi extraordinairement productive. Un seul plant dans un massif ombragé peut produire des centaines de feuilles au cours d'une saison, avec presque aucun soin requis au-delà de la plantation initiale et d'un arrosage occasionnel. Cultivez-la une fois, vous la cultiverez chaque année pour le reste de votre vie de jardinier. Certaines découvertes, une fois faites, deviennent permanentes. Numéro 2. Endive belge, chicorée forcée. Nous avons déjà abordé cette histoire, mais la vérité complète mérite sa propre place dans cette liste. Dans les années 1830, un fermier belge nommé Jan Lamers a accidentellement laissé des racines de chicorée dans sa cave sombre pendant l'hiver. Quand il est revenu des mois plus tard, les racines avaient produit des têtes de feuilles pâles, compactes et extraordinairement tendres, quelque chose qui n'avait jamais été cultivé intentionnellement auparavant. Il les a goûtées. Elles étaient différentes de tout ce qu'il avait jamais mangé. En quelques décennies, la chicorée forcée, l'endive belge, était devenue l'un des légumes les plus prisés de la cuisine européenne, servi dans les plus grands restaurants de Paris et de Bruxelles, célébré par les chefs à travers tout le continent. Elle est née entièrement par accident, dans l'obscurité complète, dans un coin oublié d'une cave. Aujourd'hui, la chicorée forcée est cultivée commercialement dans des entrepôts sombres à climat contrôlé, ne voyant jamais un seul rayon de soleil, de la germination à la récolte. Vous pouvez reproduire ce processus chez vous avec rien de plus qu'un pot, un peu de terre et un placard sombre. Le légume le plus célébré de cette liste n'a jamais eu besoin du soleil du tout. Numéro 1. Aegopode, Aegopodium. Et ici, gardé pour la fin, se trouve celui qui change véritablement votre façon de penser le jardinage à l'ombre pour toujours. L'aégopode est une plante que la plupart des jardiniers considèrent comme une mauvaise herbe. Elle se propage agressivement dans les massifs ombragés du jardin, sous les arbres, le long des clôtures et dans les coins oubliés des cours du monde entier. La plupart des gens déploient des efforts considérables pour essayer de l'éliminer. Mais voici ce que ces jardiniers ne savent pas. L'aégopode, également connue sous le nom d'herbe au goutteux ou herbe de Gérard, était l'une des plantes alimentaires les plus importantes de l'Europe médiévale. Elle était délibérément cultivée par les moines dans les jardins de monastères à travers tout le continent, cultivée spécifiquement à l'ombre profonde des murs de pierre et des arbres fruitiers. Elle était mangée comme légume de printemps, utilisée comme herbe potagère de la même manière que les épinards pourraient être utilisés aujourd'hui, et prisée comme herbe médicinale pour traiter la goutte, l'arthrite et les douleurs articulaires. Elle était si appréciée qu'elle a été délibérément introduite dans les jardins de monastères à travers toute l'Europe du Nord, apportée par les moines et plantée dans les coins les plus ombragés qu'ils pouvaient trouver, parce que c'était précisément là qu'elle poussait le mieux. Sur le plan nutritionnel, l'aégopode est riche en vitamines C et A, en potassium, et en une gamme de composés que la recherche moderne continue d'étudier pour leurs propriétés anti-inflammatoires.
La plante d'ombre la plus productive de cette liste est celle qui pousse déjà dans votre jardin, celle que vous avez peut-être arrachée par les racines. Parfois, la chose la plus précieuse dans votre jardin est celle que vous avez traitée comme un problème. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux vous poser une question. Laquelle de ces plantes est déjà apparue dans votre jardin sans même que vous l'ayez plantée? Dites-le dans les commentaires, je les lis tous sans exception. Et si ce type de contenu vous parle, des connaissances de culture réelles, testées et pratiques, assurez-vous de vous abonner. Il y a tellement plus à venir. Voici ce sur quoi je veux que vous réfléchissiez un instant. Chaque plante de cette liste a une chose en commun. Elles étaient toutes déjà connues des agriculteurs anciens, des moines médiévaux, des cultivateurs autochtones qui nourrissaient des communautés entières à partir d'espaces devant lesquels les jardiniers modernes passent sans un second regard. Ce savoir n'a pas disparu parce qu'il a cessé d'être vrai, il a disparu parce que nous avons cessé d'y prêter attention. Nous avons construit une culture du jardinage obsédée par les conditions idéales, une exposition au soleil parfaite, un sol parfait, un espacement parfait. Et en poursuivant la perfection, nous avons abandonné la sagesse de travailler avec ce que nous avons. L'ombre dans votre jardin n'est pas un problème en attente d'être résolu. C'est un environnement de culture en attente d'être compris. Et les jardiniers qui comprennent cela, historiquement et aujourd'hui, sont ceux qui mangent bien, quel que soit l'aspect de leur cours. Il y a une leçon plus profonde cachée dans tout ce que nous avons couvert aujourd'hui. Les endroits que nous négligeons, les coins sombres, les bordures oubliées, les espaces que nous considérons comme inutiles, sont rarement aussi vides que nous le supposons. Les peuples anciens comprenaient cela intuitivement. Ils n'avaient pas le luxe d'attendre des conditions parfaites. Ils travaillaient avec l'ombre et la pierre et un sol difficile, et ils y trouvaient l'abondance parce qu'ils la cherchaient. Nous avons hérité de ce même jardin, des mêmes coins, de la même ombre. Ce que nous avons perdu, c'est la volonté de voir du potentiel là où les choses semblent difficiles. Chaque espace négligé dans votre jardin est une invitation, pas une limitation. Les jardins les plus productifs sont rarement ceux qui reçoivent le plus de soleil. Ce sont ceux entretenus par les mains les plus curieuses. Voici la vérité vers laquelle cette vidéo entière a convergé. Votre jardin n'a pas besoin d'être parfait pour vous nourrir. Il n'a pas besoin de plein soleil, d'une exposition idéale ou de conditions tirées d'un manuel. Il a besoin de votre attention, de votre curiosité, de votre volonté de regarder les espaces difficiles et de demander « qu'est-ce qui pourrait pousser ici ?» Les 20 plantes de cette liste ne sont pas des exceptions aux règles du jardinage. Elles sont la preuve que les règles ont toujours été incomplètes. L'ombre n'est pas l'absence de conditions de culture, c'est une condition de culture en soi, une qui a tranquillement nourri l'humanité pendant des milliers d'années. Votre coin le plus sombre pourrait être votre coin le plus puissant. Alors voici ma question pour vous. Quelle plante de cette liste vous a le plus surpris, et en avez-vous déjà certaines qui poussent dans votre jardin en ce moment, même par accident ? Dites-le moi dans les commentaires, je les lis tous sans exception et j'adore sincèrement entendre ce qui pousse dans votre espace. Si cette vidéo a apporté quelque chose à vos connaissances en jardinage, abonnez-vous parce que chaque semaine nous découvrons davantage de ce que le jardin a toujours essayé de nous enseigner.